je m'appelle Tristan Nito. Entrez donc, rapprochez-vous, hein, je vous jure, je mords pas. Bon, c'est vrai que ça parle fort avec le micro, mais voilà. Euh, dans le cadre je sais plus comment on dit, mais de cette session sur le numérique responsable, je voulais vous parler de l'interaction entre numérique et changement climatique, qui est un sujet qui m'anime depuis quelques années, comme on va pouvoir en discuter. Pour me présenter, j'ai essayé de collectionner, parce que bon, fin de semaine, après le repas, tout ça, j'ai mis des grosses icônes quoi, pour que tout le monde puisse suivre. Puis le problème c'est qu'il y en a trop, alors du coup on peut rien suivre du tout. On va dire en gros je suis un informaticien qui fait des phrases, donc j'ai travaillé sur les projets que vous voyez au-dessus, et je suis surtout connu pour mon travail sur Mozilla où j'ai passé 17 ans, parce que j'avais la chance de travailler chez Netscape, qui est la société qui a initié le projet Mozilla en début 98, et puis j'ai monté Mozilla Europe que j'ai présidé. Et puis au bout de 17 ans, j'ai eu des envies de changement. Surtout quand j'ai réalisé qu'il me restait encore 17 ans avant la retraite. Donc que j'étais à la moitié. Et que si je commençais à m'emmerder à la moitié, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc voilà, je suis allé faire ensuite du logiciel libre chez Cozy Cloud. Ensuite j'ai rejoint Quant. J'ai beaucoup travaillé sur la vie privée. Et maintenant, je suis en train de monter un projet qui s'appelle Unsearch, sur unsearch.io, qui n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque Unsearch, c'est des moteurs de recherche spécialisés pour les professionnels. Et puis, qui fait des phrases. Donc, j'ai commencé à écrire il y a 19 ans sur standblog.org. Stand, c'est pour standard, parce qu'à l'époque je parlais beaucoup des standards du web. Et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Surveillance. J'ai dirigé la rédaction d'un livre collectif qui s'appelle Numérique reprendre le contrôle, qui est un Framabook, publié donc chez Framasoft. Et maintenant, pour changer les plaisirs et varier les plaisirs, je me suis mis à faire un podcast qui s'appelle L'Octet-Vert. Et à côté de ça, j'ai participé à des institutions comme le Conseil national du numérique, la CNIL, où je suis au comité de prospective, et le comité national pilote d'éthique du numérique. Et j'ai fait du logiciel et du logiciel libre. En 2018, le 28 août, il m'est arrivé un coup de tonnerre. Alors ça, c'est le type qui a reçu en fait le coup de tonnerre, mais moi j'ai été éclaboussé. Comme plein de gens, visiblement en France, hein, quand j'en parle, les gens me disent « Ah ouais, moi aussi ce jour-là, ça a été vraiment un choc ». C'est quand Nicolas Hulot a remis sa démission en direct sur France Inter. Moi, ça m'a vraiment donné un coup sur la tête, parce que les problématiques de climat, d'énergie, de biodiversité, c'est des choses sur lesquelles j'avais déjà écrit sur mon site. Et avec le temps, je m'en étais un petit peu éloigné. Et là, la démission de Nicolas Hulot, ça m'a fait comprendre que c'est pas parce qu'on avait foutu un ministre aussi honnête et investi que lui. Alors Nicolas Hulot, il n'a pas toutes les qualités du monde, hein. En particulier, je pense que c'est un très mauvais politique. Mais au moins, il est, je pense, à la fois lucide et sincère, et qui partent parce qu'il s'épuisait. J'ai réalisé qu'en fait on avait un vrai problème. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y avait un ministre qui était censé s'occuper du truc que ça suffirait à résoudre le problème. Et donc depuis ce temps-là, j'ai redoublé d'efforts pour essayer de comprendre la problématique du climat et ce que ça implique au niveau du numérique. En fait, la problématique du climat, elle implique des changements phénoménaux à peu près sur tous les aspects de la vie, économique, sociale, etc. Et j'ai vraiment voulu aller au fond des choses. Et en gros, ça fait 3 ans que je bosse sur ce sujet. Au début, c'était silencieusement. En particulier, j'étais porte-parole et puis directeur général de Quant, et je ne pouvais pas mélanger ma parole et celle de Quant. Et c'était pas le sujet de Quant, et c'était même pas accepté qu'on puisse en parler au nom de Quant, donc j'ai dû ne rien dire. Mais dès que j'ai quitté Quant,
je me suis vraiment mis à bosser, et à prendre position plus publiquement sur ces sujets-là. Et donc je vous propose, pour mettre tout le monde d'accord, de tenter une performance qui est le changement climatique en 8 slides. Donc ne refaites pas ça chez vous, c'est fait par un professionnel, hein. Attention. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, mais il faudrait quand même la boucler s'il y en avait une, parce que ça va quand même aller assez vite. L'idée, c'est, avant de pouvoir en parler de ses conséquences, etc., se mettre bien d'accord sur le problème, quoi. Et ensuite, on pourra discuter de l'interaction avec le numérique, l'informatique, etc. Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. Alors, ça, c'est l'évolution de la température mondiale depuis l'an 1 de notre ère. Vous voyez, c'est relativement stable. Bon, il y a des variations d'une année sur l'autre, hein. Et parfois, il y a des changements qui sont liés, par exemple, à des volcans qui lancent d'énormes nuages de fumée. Donc, ça, dans la foulée, ça fait une baisse, vous voyez. Ça baisse. Et là, en fait, on a eu un refroidissement qui est le petit âge de glace. Et je me suis arrêté en 1850. Parce qu'à ce moment-là a commencé la révolution industrielle. Et c'est quoi la révolution industrielle fondamentalement? C'est l'humain qui découvre, ou qui met en pratique le fait qu'il découvre la machine à vapeur en substance et les applications qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'avant, l'humain, quand il voulait faire des travaux, il avait la force de ses petits bras et de ses jambes. Il avait la force animale, le cheval de trait, le bœuf, éventuellement la force hydraulique avec les moulins, et c'était à peu près tout. Mais dès lors qu'il se rend compte qu'en faisant brûler du charbon ou du bois, et qu'il peut faire une machine à vapeur qui transforme cette chaleur en mouvement, ça a décuplé ses capacités. Et ces capacités, il les a entre autres mis à la disposition de la fabrication des machines. Donc il s'est mis à fabriquer des machines qu'il fallait elles-mêmes, fallait mettre du charbon dessous. Puis après, on a découvert le moteur thermique, donc on a mis de l'essence dedans. Et ça a été la révolution industrielle. Et c'était une vraie révolution. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus riche en 2000 qu'en 1850 parce qu'il y a eu la révolution industrielle. Parce qu'on a mis toutes ces machines à notre disposition. Et le problème, c'est qu'à force de brûler du charbon, de l'essence, bien, ça a posé un vrai problème en termes d'évolution de la température du globe. Donc on était parti pour un refroidissement de la planète, parce qu'il y a des grands cycles entre le Soleil, etc., l'inclinaison de la planète et tout. Donc il y a des vagues comme ça. Mais là, tout d'un coup, ça monte raide. C'est l'effet de serre. On a découvert un peu, d'ailleurs, à ce moment-là, l'effet de serre, au début de cette période-là. C'est quoi l'effet de serre? En fait, la Terre reçoit de l'énergie du Soleil. L'énergie solaire qui rentre, qui chauffe la planète. Cette énergie, elle ressort. Elle réverbe. La planète qui reçoit de l'énergie, elle émet des infrarouges, elle émet de l'énergie. Et on arrive à un équilibre. Et heureusement, il y a toujours eu de l'effet de serre, et c'est très bien, parce que sinon il ferait moins 18 sur la planète en moyenne, donc très froid, tout serait complètement gelé. Et on avait cet équilibre. Mais en émettant des gaz à effet de serre, eh bien on a changé cet équilibre, et donc on se débarrasse moins de l'énergie qu'on continue de recevoir. Donc en fait on accumule de l'énergie, surtout dans les océans, un peu sur la Terre, et un peu dans les glaces qui recouvrent la Terre. Et un tout petit peu dans l'atmosphère. Donc en fait on accumule, comme dans une serre. Enfin, vous avez sûrement fait l'essai, si vous allez dans une serre ou si vous allez dans une véranda qui est exposée au sud, eh ben, il peut faire une chaleur de bête dans une véranda, justement parce que l'énergie qui est reçue ne repart pas, tout simplement. D'où viennent les gaz à effet de serre? Il y en a 3. Alors le premier, je le cite même pas, c'est la vapeur d'eau, parce qu'en fait, il ne change pas. Il y a de la vapeur d'eau et ça a un effet de serre, la vapeur d'eau. Les nuages, ça a un effet de serre. D'ailleurs, ça se voit bien. Quand l'hiver, c'est couvert par la couverture nuageuse, il fait moins froid que quand il y a un grand ciel bleu. Quand vous regarderez,
c'est comme ça. Au soleil, il fait meilleur, mais dès qu'on se fout à l'ombre, il fait vraiment très très froid. Donc je ne vais pas parler de la vapeur d'eau, mais le dioxyde de carbone, qui lui est émis par l'homme, parce qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, pour faire quoi? De l'électricité, des transports et de l'industrie, essentiellement. Donc je suis désolé, c'est un peu pas très visible. Ça, c'est les émissions de CO2, dioxyde de carbone, dans le monde et en France. Et on voit qu'il y a une grosse différence. En France, l'électricité qui est en jaune, très petit, parce qu'on a l'électricité décarbonée en France. Merci le nucléaire, merci l'hydroélectricité, les barrages. Par contre, les transports en orange sont très importants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voitures, beaucoup de camions, en fait, en France. Donc le CO2 en France, voilà, il est là, il vient des transports, essentiellement. Mais on n'est pas conforme au reste du monde. Et l'autre gaz à effet de serre, c'est le méthane. Et donc lui, il vient de l'exploitation des énergies fossiles. Quand vous creusez une mine pour extraire du charbon, il y a du méthane qui est dedans. Ce qu'on appelait le coup de grisou, ça vous dit peut-être quelque chose, ces explosions dans les mines, c'est ça. C'est du méthane qui était dans du charbon. Quand on extrait le charbon, le gaz se libère et c'est un hydrocarbure, la moindre étincelle, ça pète et ça fait des morts. C'était ça, donc du CO2, du CH4, pardon, le méthane, ça vient des exploitations d'énergie fossile. Pareil du pétrole, vous avez sûrement vu, c'est classique. Quand on extrait du pétrole, souvent à côté il y a des torchères, comme des cheminées avec une énorme flamme au-dessus. C'est du méthane qui brûle, qu'on fait brûler exprès pour éviter qu'il s'accumule et que ça fasse des explosions. Et puis aussi l'agriculture, ça a l'air tout bête, mais les bovins, je vais rentrer dans le détail technique, une vache, ça mange de l'herbe, ça produit du méthane, parce qu'une vache, ça a 7 estomacs, ça fermente et ça rote du méthane. Donc en fait, le bœuf qu'on mange, c'est un problème parce qu'il produit beaucoup de méthane. Le riz aussi, avec les rizières, ça fermente et ça génère du méthane, et le fumier aussi. Mais le vrai problème, le numéro 1, c'est vraiment le dioxyde de carbone. Le méthane, c'est une cochonnerie, c'est un gaz très fort en effet de serre, mais ça se dégrade très vite, ça monte dans l'atmosphère et en quelque temps, ça disparaît. Alors que le dioxyde de carbone, ça reste longtemps, des dizaines d'années. Vous l'émettez, 80 ans après, il est toujours là. Donc, alors que le méthane, c'est beaucoup plus court que ça. Et ça a des conséquences. Alors, on l'a vu cet été, des conséquences en Belgique. Ce n'est pas lié au fait que les Belges ne savent pas se garer, je précise. Voilà. En Allemagne, alors ça c'est sympa, vous pouvez faire du surf dans les rues, c'est génial, avec des sensations fortes à l'arrivée. Ou en Californie, où vous pouvez jouer au golf devant un brasero. Vous voyez. Et ça, c'est avec un réchauffement de 1,1 degré. On a déjà ces effets-là. Parce que le réchauffement climatique, c'est des phénomènes extrêmes comme ceux-là, qu'on a vus récemment. Et je ne vous ai pas tout cité, mais enfin, il y a la famine à Madagascar, il y a les incendies en Russie, au Canada, etc. Et avec 1,1 degré, on observe que ces phénomènes météorologiques extrêmes sont beaucoup plus violents et beaucoup plus fréquents. Et donc, il ne faudrait quand même pas qu'on monte trop au-dessus de, enfin encore plus que les 1,1 degrés qu'on a déjà. Donc on peut se dire, une fois qu'on a vu ça, vous avez sûrement entendu parler du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui étudie ça, qui font ce qu'on appelle des méta-études, c'est-à-dire qu'en fait ils vont récupérer des papiers scientifiques sur le climat et ils vont les analyser, les synthétiser pour faire des rapports. Ils en ont sorti un juste après Nicolas Hulot en octobre 2018 et puis celui qui est sorti là au mois d'août. Ils analysent tous les changements, tout ce qui est lié au changement climatique et quelle forme ça peut prendre. Donc on peut se dire, quand on a vu tout ça, le premier rapport du GIEC c'est 1990, 31 ans. Donc,
en même temps, on n'était pas complètement sûr à l'époque. Hein. C'était le premier, mais il disait attention, ça prend pas du tout une bonne direction. Et depuis, on en est au 6e là, qui est sorti en août, le Assessment Report number 6, sans compter celui de 2018 qui était un special report, qui était un petit peu un hors-série, si on veut dire. Donc il y en a eu un paquet qui à chaque fois ont confirmé en plus précis et plutôt en pire le savoir qu'on avait sur... ça a confirmé que ça va être compliqué. Donc on peut se dire, est-ce qu'on a réduit nos émissions de CO2? Et la réponse est là, c'est non. Ça, c'est la concentration en CO2 depuis le jour où on a commencé à la mesurer sur l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï. Donc il y a, en fonction de l'année, les vents changent de sens, etc. Et il y en a des variations qui sont très faciles à repérer. Puis on fait une moyenne là, qui est en bleu. Et je vous ai gentiment marqué les moments importants. Le protocole de Kyoto, hein, l'accord de Copenhague, l'accord de Paris. Ça n'a rien changé. Et si vous voyez, c'est comme ça, c'est exponentiel. Hein. Donc... vous savez ce que c'est exponentiel, hein. Au début c'est plat, puis ça monte comme ça, puis après ça monte comme ça. Bref, on sait, mais on n'arrive pas à se bouger pour faire quelque chose. Alors je me suis demandé, mais où est-ce que ça va tout ça? Alors ça, c'est les émissions de CO2 en gigatonnes, de gaz à effet de serre en équivalent de CO2. Hein. C'est-à-dire que, en gros, on considère que le méthane, c'est X fois du CO2. Ce qui est un peu une cote mal taillée parce que ça dure moins longtemps mais c'est plus puissant. On met un coefficient pour que tout compte en équivalent CO2 pour que ça soit plus simple. Et 50 gigatonnes, voilà, et ici, là où on en est en 2010. Et après, on ne sait pas trop, hein, parce que ça c'est une fourchette en gros qui évolue au cours du temps. On pourrait être là si on a de la chance, on pourrait être là si on n'a pas de chance. Et ben, si on n'avait pas de politique pour le climat, on serait direction en 2100 plus 4,1 à plus 4,8 degrés. C'est pas une bonne idée. Je ne sais pas comment le dire, parce qu'en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais ça va être monstrueux. C'est pas une bonne idée, parce que déjà à 1,1 degré, on sent que ça commence à sentir le roussi, quoi. Je vous rappelle que l'accord de Paris, il vise à rester à 1,5 degré. En fait, le plus en dessous possible de 2 degrés de réchauffement. Plus 2, l'accord de Paris, et donc en fait le GIEC qui a préparé, enfin qui a documenté tout ça, le GIEC nous dit qu'il faut vraiment rester très largement en dessous de 2 degrés. Idéalement, 1,5 degré, c'est vraiment le maximum. Donc, il fallait faire quelque chose. Et on a fait quelque chose, enfin, vraiment, on a fait quelque chose au niveau politique. Il y a des politiques actuelles qui ont été mises en place. Mais le souci, c'est que ces politiques actuelles, elles nous mènent en gros à 3 degrés. Donc, en fait, elles sont hors sujet. Enfin, ou du moins, très, très insuffisantes. C'est-à-dire que, même si on continue ces politiques, bah, c'est vraiment pas terrible, quoi. Enfin, on est complètement hors jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les politiques, enfin les personnalités politiques savent faire des promesses. Ça, ils sont très très doués. Et donc, ils ont fait des promesses. Et si on tient ces promesses, eh ben, on arrive quand même à faire mieux. Mais c'est 2,4. Alors déjà, les promesses, c'est c'est pour les gens qui y croient, hein. Mais même si on y croit et qu'ils les tiennent, ce qui est quand même rare, on est à 2,4. Ce qui est, on n'a toujours pas atteint l'objectif. Et par contre, on a étudié 2 trajectoires qu'il faudrait, les voici, pour atteindre 2 degrés pardon, ou 1,5, il faudrait choisir voilà, entre ces deux-là, quoi. Idéalement, 1,5 degré, et au pire, 2 degrés. Et vous voyez que bah déjà, c'est pas une continuation comme ça, mais c'est une inflexion
rapide des émissions de gaz à effet de serre. Il faut vraiment, vraiment réduire très vite, très fort, arriver le plus possible à zéro en 2050 ou 2070 ou 2100 si on vise les 2 degrés. Et ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à se passer des machines. Et parce que toutes les machines aujourd'hui, elles sont alimentées avec une énergie qui est très souvent très carbonée. Un peu moins en France qu'ailleurs. En gros, il faut diviser nos émissions par 5 d'ici 2050. Voilà ce qu'un Français produit en termes d'équivalent carbone, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc l'empreinte, ça inclut aussi ce qu'on fait fabriquer à l'extérieur. Donc quand vous achetez un smartphone fabriqué en Chine, votre smartphone, il a une empreinte, et bien on la compte en France, parce que le smartphone est acheté en France et consommé, utilisé en France. Donc, avant de dire ouais, les Chinois, gna gna gna, les Chinois ils produisent pour nous, hein, faut être lucide. Si on rapatriait la production en France, bon, ça nous ferait des emplois, ça serait déjà pas mal, mais le carbone, ça changerait pas grand-chose au problème. Donc, l'essentiel, c'est la mobilité et le logement. Et dans le logement, c'est le chauffage, essentiellement. Un peu la construction, 1/3 la construction, 2/3 le chauffage. Et la mobilité, c'est la bagnole, quoi. Ça, c'est ce qu'on achète pour s'équiper. Donc le numérique, il est là-dedans. Et l'alimentation, donc le bœuf, il est là. Et le service public, qui est ici, c'est en fait tout ce qui est infrastructure et administration. Qui eux aussi doivent réduire par 5, enfin on doit tout diviser par 5, pour au final arriver là. Si on veut atteindre l'accord de Paris, 1,5 degré, il faut réduire notre empreinte qui était celle-là jusqu'à ici. Ça va pas être simple. Voilà, donc ça faisait 8 slides. Bon, il y en a, ils sont en plusieurs clics, hein, donc, mais ça fait 8, j'ai recompté. Donc le numérique dans tout ça. Le numérique, il doit faire sa part, en fait. Le numérique n'est pas forcément le grand méchant loup, le responsable de tout, etc. Mais c'est juste qu'on ne peut pas dire que le numérique peut continuer avec un chèque en blanc, alors que tout le monde doit diviser par 5 ses émissions de gaz à effet de serre. Enfin bon, voilà. Le numérique est utile dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors on va essayer de regarder le côté positif des choses, mais je vais aller très vite sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gens qui construisent du numérique, dès qu'ils font quelque chose qui est susceptible d'aider, ils le crient sur les toits. C'est bien, hein ? Si vous regardez d'ailleurs, par exemple, la page web la plus visitée au monde, la homepage de Google, il y a un logo, un champ de saisie, 2 boutons, et en bas une mention neutre en carbone depuis 2007. Ce qui est faux, hein, by the way. On ne peut pas dire qu'on est neutre en carbone. Mais bon, peu importe. Mais là, cet emplacement, imaginez, ils mettent une pub dessus. Les milliards qui se feraient. Ils font pas de pub, hein, mais ça, ils le mettent. Donc en fait, dès que quelqu'un fait, parce que le climat est un vrai problème, dès que quelqu'un fait quelque chose de bien en faveur du climat, ça, il sort la trompette et il en parle. Donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais c'est important de le dire que le numérique est utile. Alors, je les ai listés là, mais typiquement, back market, le truc qui permet de revendre qui favorise le réemploi, qui fait de l'économie circulaire sur les terminaux, qui vous permet d'acheter un smartphone à pas cher, et puis voilà, ça c'est très utile en fait, on va le voir encore plus après. Ça c'est vachement bien, parce que c'est utile, ça évite de jeter des terminaux qui sont plus bien pour vous, mais qui fonctionnent encore et qui pourraient intéresser quelqu'un. Des outils de mesure, que ce soit là ou ici, ou des trucs hyper classiques qu'on a bien connus avec le Covid, qui est le télétravail, qui évite de se déplacer quotidiennement, souvent loin,
et en voiture. On fait des grosses économies de CO2 en télétravaillant, pour peu qu'on ne se soit pas trop équipé à la maison. Parce que, évidemment, si vous avez commencé à dupliquer tout le matos que vous aviez au bureau à la maison, ben, ça va vous coûter du CO2. Évaluer son impact carbone, ben, évidemment, c'est beaucoup plus facile avec une feuille Excel qu'avec un papier et un crayon. Donc, tout ça, ça fait que le numérique est utile. Mais il ne faudrait quand même pas que les inconvénients ou les poids négatifs du numérique soient plus lourds que le poids positif du numérique. Il faut qu'il fasse plutôt partie de la solution que du problème. Petite pause désaltère qui contribue à augmenter le suspense dans la salle, ou pas. Interlude. Je vous présente Upton Sinclair, qui est un penseur américain. Et Upton Sinclair, il disait quelque chose qui est très très vrai, qui est, il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre. Le mec, il a dit ça il y a 100 ans, et ce truc-là, mais tous les jours, je pense à lui. Donc je voulais vous le mettre, parce que en fait, là, je vais vous dire, attention, le numérique, c'est bien, mais il y a un impact, et cet impact, il est négatif. Je vous ai déjà parlé de l'impact positif. Mais c'est pas parce que je vais vous parler de l'impact négatif du numérique que je suis un salaud de ludites qui est contre le numérique et qui voudrait foutre le feu à tous les smartphones de la salle. Non, je suis fan de numérique, mais il faut être lucide sur les aspects négatifs de la chose. Et donc, méfions-nous de nos réactions corporatistes en tant qu'informaticiens, de dire « ouais, Nito, c'est un sale con ou ces écolos, ils nous font tout chier avec leur carbone ». Non, enfin, on a un problème, on arrivera à le résoudre si on regarde les choses en face. C'est ce que j'essaye de faire. Bref. Merci Upton Sinclair, tu peux partir. Donc voilà l'empreinte carbone d'un Français. Alors c'est des chiffres un peu plus vieux que ceux de tout à l'heure, ils ne correspondent pas tout à fait. Mais j'aime bien parce que c'est détaillé et qu'on voit l'ensemble des choses. Donc on voit la voiture, hein, number one. L'énergie pour chauffer la maison. L'électricité de la maison, number two. Et après, le service public et les infrastructures. Et ça, voilà, achat, internet et technologie. Et viande et poissons, et les protéines. Donc les deux sont comparables, mais nous, ce dont on va parler, c'est ça. C'est pas beaucoup, mais c'est pas les boissons, vous voyez. C'est quand même un morceau assez significatif. Surtout que ce morceau-là, on peut le réduire vachement. Ça, c'est l'habillement. Et ça, c'est une moyenne française. Hein. Et y a des gens pour qui c'est beaucoup moins, et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, ça, un Français, c'est de l'ordre de 10 tonnes de CO2 par an, enfin d'équivalent CO2 par an, en moyenne. La médiane, c'est-à-dire le Français du milieu, si on les triait tous par consommation, le Français du milieu, la médiane, c'est 7. Donc ça veut dire que les ultra-riches qui vont à Dubaï en week-end, ils plombent tellement l'addition que on arrive à monter collectivement à 10 tonnes tous ensemble, alors qu'en fait le Français médian, il est à 7 tonnes. Bon, ensuite, il faut reconnaître qu'en tant qu'informaticien, et j'ai suffisamment de cheveux blancs pour le prouver, on a été pourri par un truc qui est la loi de Moore. C'était formidable la loi de Moore. Alors je rappelle, hein, c'est le fait qu'il dit, c'est la loi de Moore qui est une loi empirique expliquée par Gordon Moore, cofondateur d'Intel, qui disait que en gros, on peut remarquer que la puissance d'un circuit électronique double tous les 18 à 24 mois. Et ça a fait que deux choses vachement bien pour l'industrie et pas tellement pour la planète, c'est que quand on est informaticien, on a une machine neuve ou récente qui est bardée de RAM avec des processeurs hyper puissants, multicœurs machin, et on fait un soft
ça tourne gentiment dessus. Quand on l'essaye sur une machine dans la vraie vie, c'est un vrai veau, parce que monsieur et madame machin truc, ils ont des machines d'il y a 3 ans, et que donc elles sont beaucoup moins rapides. Mais c'est pas grave, parce que le temps qu'on release et que le mec il renouvelle son équipement, ça tournera correctement dans 2 ans quand il aura le soft que j'ai. Donc je peux me permettre de faire un soft pourri, pas optimisé, qui bouffe de la RAM comme on veut, et du temps processeur, etc. Du moment que ça tourne bien dans ma machine, dans 2 ans, ça tournera correctement sur la machine de monsieur et madame tout le monde. Et ça nous a bien transformé en feignasse. Hein. Ça fait 40 ans que ça dure, hein, ce machin. Donc forcément, toute l'industrie, elle a été formatée autour de ça. Et deuxième effet qui se coule, ça fait que 2 ans plus tard sortait une nouvelle machine, vachement mieux. Et donc on jetait des machines qui marchaient encore pour avoir une machine moderne. Et ça continue encore aujourd'hui sur les smartphones. Hein. Un smartphone en Occident, c'est changé tous les 23 mois en moyenne. Mais la plupart du temps, il marche encore. Hein. Le silicium, ça s'use pas. Mais on le jette parce que il est trop plein. Ouais, les applis elles rament, puis le nouveau jeu il marche pas. Et puis ma nouvelle appli de banque elle marche pas parce qu'elle exige une nouvelle API d'une version récente d'Android et machin, etc. Alors que matériellement, le truc il marche toujours, mais on le balance. Et ça, c'est une mauvaise habitude qui a été formidable, parce que ça génère une croissance de dingue qui fait qu'on est grassement payé dans le numérique, et qu'il y a des milliardaires qui ont fait des fortunes indécentes. Mais fondamentalement, on a jeté 95% ou je sais pas, 90% du matos alors qu'il marchait encore. Juste parce qu'il était obsolète. C'est pas qu'il était cassé, c'est qu'il était obsolète. Et en plus, on a une croissance de dingue, ce qui est pas complètement idéal vu la situation dans laquelle on est. 2018, 15 milliards de terminaux. 2025, on en prévoit 65 milliards. Donc le numérique, ça monte comme ça, alors que je vous rappelle qu'on a dit qu'il fallait que les gaz à effet de serre, il fallait qu'ils descendent comme ça. Donc on a un vrai souci, et on a même une vraie schizophrénie dans l'industrie, de se dire, ouais, je vise une croissance à 2 chiffres, alors qu'en fait, il faut que je divise par 5 en 30 ans. On est un peu entre le marteau et l'enclume, entre deux choses, et c'est ça qui fait que c'est difficile de changer. Le numérique produit 4%, 4,2% des gaz à effet de serre, donc 3 fois la France, hein, et c'est de pire en pire, tu vois. On va passer de 4,4% de l'énergie primaire à 6,1% en 2025. Donc en fait, toujours cette croissance qui nous amène à consommer plus d'énergie, alors qu'au contraire, il faudrait diviser par 5. Alors un exemple, le poids des pages web. Alors, moi j'ai eu la chance d'écrire ma première page web en 96, et c'est vrai qu'elle faisait à peine plus que 14K, hein, mais bon, il faut dire qu'avec un modem acoustique à 14 kg bits par seconde, je peux vous assurer que c'était déjà un vrai veau. Et en 2021, 4G, 5G, fibre optique, machin. Vas-y Coco, ta page a fait 2 MB, ouais, c'est bon. Je parle de la taille moyenne, hein. 2 MB. C'est peut-être que cette vidéo là qu'on met sur la home juste en fond d'écran, elle n'est pas complètement nécessaire. Mais on peut le faire, donc on le fait. Parce que j'ai un i7 avec 8 cœurs, 16 Go de RAM, et que ça me fait plaisir. Alors juste, rappelez-vous, hein, la NASA a mis le module lunaire sur la Lune, avec 70 kilo-octets de code. Donc voilà, on sait en faire des trucs quand on essaye un peu fort, hein, avec peu de moyens. C'est juste que là, on avait complètement essayé d'arrêter, quoi. Ou arrêter d'essayer, plus précisément. Alors, c'est aussi vrai pour la bureautique, hein. Si vous regardez les prérequis pour Office 97 sur Windows 98 versus Office 19 sur Windows 10, eh bien, vous voyez qu'on exige 60 fois plus de CPU et 171 fois plus de RAM. Ma question, c'est est-ce que votre feuille Excel, elle est 171 fois mieux maintenant ou pas? Non, elle est mieux. On peut mettre des emojis dedans, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Mais elle est vraiment mieux parce que
non mais sans déconner, elle supporte par exemple l'écriture right to left, plus de police de caractère, enfin, elle est plus accessible, enfin bon, il y a des tas de choses qui sont des vrais bénéfices. Mais 171 fois, bah non. Votre document Word, il est vraiment 60 ou 171 fois mieux. Ah, il est peut-être plus joli. Mais pas 60 fois mieux, ou pas 171 fois mieux. Alors, repose dramatique. On peut bouger. Là, je vous ai parlé du problème, maintenant on va parler de la solution. Principe d'efficacité. On a autre chose à foutre que de se préoccuper de la planète. Moi, je pense que c'est important, mais on est tous occupés par plein de choses. Donc, l'énergie qu'on met, que ce soit au boulot ou à titre individuel à la maison, il faut que cette énergie, elle soit bien utilisée. Il faut qu'elle soit efficace. Donc c'est ce principe d'efficacité. Il faut concentrer nos efforts là où ça paye, là où ça a du sens, là où c'est efficace. Et c'est ça que je vais utiliser par la suite. Alors, le numérique, grossièrement, on va dire que ça tient en 3 couches. Le terminal, le réseau, le data center. Ok ? Ça c'est important parce que faut pas tout mélanger. Structurellement, c'est des objets différents. Ensuite, il faut parler des étapes du cycle de vie. Et ça, c'est fondamental. Le nombre de conversations à la con où on me dit « Oui, mais de toute façon, un smartphone, ça ne consomme pas d'énergie parce qu'ils ont fait des gros efforts. » C'est vrai, ils ont fait des gros efforts à cause des problèmes de taille de batterie, etc. Puis en plus, l'électricité est décarbonée en France. Donc vous pouvez vous permettre de charger vos téléphones mobiles comme des porcs, ça ne changera rien. Ou essayer de le consommer le point possible, etc. Ça ne changera rien. Rien. Donc c'est pas là qu'il faut concentrer nos efforts. Ça sert à rien. Par contre, faut pas oublier la problématique de la fabrication et du recyclage, qui est, alors je vous dis tout de suite, quasi inexistant. Hein. Il est mis en valeur. Hein. Apple vous fait des super vidéos avec des robots qui démontent des iPhones pour dire qu'ils récupèrent tout. C'est inexistant en termes d'impact. Et aussi, point très important, il faut plusieurs critères pour mesurer l'impact. C'est-à-dire qu'il faut mesurer l'eau qui est utilisée. Ça a l'air contre-intuitif, mais en fait, on utilise de l'eau pure dans la fabrication et aussi, par exemple, le refroidissement des data centers. Ça consomme de l'eau. Et l'eau, en fait, derrière, il va falloir la recycler ou la pomper, la nettoyer avant de la rejeter, etc. Et ça pompe beaucoup d'énergie. Et l'eau, on en a besoin pour faire aussi des tas de choses, dont abreuver des humains et des plantes, pour ensuite les manger. Donc c'est important, l'eau. Et ça, on n'y pense pas. Il y a donc l'émission de gaz à effet de serre, qui est vraiment mon sujet, mais qui n'est que un de ces critères. L'utilisation d'énergie, et je ne parle pas uniquement d'électricité. Encore une fois, en France, elle est très largement décarbonée, hein, 90% ou 92% décarbonée en France. C'est-à-dire que ça fait très peu de carbone quand vous allumez une lumière, grâce au nucléaire et aux centrales hydroélectriques. Et un tout petit peu grâce aux éoliennes et aux photovoltaïques. Mais c'est différent ailleurs. Et puis, l'électricité, c'est très peu de l'énergie par rapport aux énergies primaires, type gaz, pétrole et charbon. Par exemple, quand il y a un bulldozer qui va ramener des minerais dans une mine au Gabon, bah lui, il est alimenté au diesel, et ça fait du CO2. Et vous n'allez pas faire des bulldozers électriques au Gabon. C'est juste, déjà, ça n'existe pas, et en plus, ils n'ont pas toute l'infrastructure qui va avec. Donc, électricité et énergie, ce sont deux choses différentes. Et enfin, l'utilisation de ressources abiotiques, c'est-à-dire en fait la terre et les minerais qui sont dedans, ça s'use. Hein. Le cuivre, on le voit, les tensions sur les matières premières, le cuivre, il vaut de plus en plus cher, par exemple. Parce qu'on a de plus en plus de mal à le trouver. Il y a des gens qui viennent voler des câbles en cuivre dans les bâtiments. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. C'est juste du délire. Ça vaut le coup d'aller rentrer dans les bâtiments plus ou moins abandonnés, leur arracher les fils de cuivre pour les revendre au poids.
Et c'est que le début. Donc c'est voilà. Voilà un tableau. Alors je suis désolé, il fait un peu mal aux yeux et à la tête. Mais ça, c'est les 3 niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le terminal, le réseau, le data center. Ensuite, pour chacun des critères, 1 critère, 2 critères, 3 critères, 4 critères, il y a la fabrication et il y a l'utilisation. Si je me concentre sur les gaz à effet de serre, c'est un peu mon angle aujourd'hui, eh bien vous allez voir, par exemple, que au niveau du terminal utilisateur, les gaz à effet de serre, ils sont produits ici, à 76%. L'utilisation, je vous ai dit, c'est très peu, c'est là. Quand je dis terminal, c'est autant un smartphone qu'un desktop ou qu'une télé 4K connectée. Si c'était juste un smartphone, ça serait genre 99% est utilisé là et 1% ici. Bon, une télé 4K, c'est des proportions différentes parce qu'évidemment c'est beaucoup à la fabrication, mais à l'usage, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie qu'un smartphone. Donc la prochaine fois que vous avez quelqu'un qui vous dit « Oui, mais les data centers, c'est hyper polluant, machin, faut les fermer, bidule. » Eh, je ne vous dis pas qu'on n'a pas un problème avec les data centers, mais il faut se reporter à ça et se dire « Ah oui, d'accord, l'utilisation d'un data center, c'est 4% du problème. » La fabrication de ça, du terminal, 76% du problème. Et donc globalement, 83% du problème, il est côté fabrication et 17% côté utilisation. C'est pas vrai au niveau des autres critères. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de multicritères. Hein. L'eau, bon là c'est comparable. La ressource abiotique, bah, c'est que à la fabrication en fait. Hein. On n'utilise pas de ressources, on n'utilise pas de minerais quand on utilise un PC ou un data center. Par contre, l'énergie, c'est plus la même histoire. Donc ce qui est essentiel, en gros, c'est de faire durer le matériel pour éviter d'en fabriquer, et en particulier au niveau du terminal. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de terminaux que de serveurs dans un data center, enfin, pour un usage donné. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Si notre objectif c'est de réduire les gaz à effet de serre, la vraie solution c'est de faire durer le terminal pour en fabriquer moins. Et de très très loin. Alors, maintenant, ici, je pars du principe que vous êtes majoritairement des informaticiens. Est-ce que c'est vrai? Qui est informaticien ou impliqué dans le numérique? Ouais, ok, bon, d'accord. Donc, j'aurais dû demander qui ne l'est pas. Quasiment personne. Donc, mais on a quand même tous deux casquettes. Enfin, et moi aussi, je suis à la fois informaticien et à la fois un citoyen et un habitant de cette planète. Et c'est pas les mêmes leviers que j'ai à portée de main. Donc, on va voir ce qu'il en est des deux côtés. Et je vais pas tarder parce que, bon, voilà. En tant qu'informaticien, numéro 1, se former. Tout ce que je viens de vous dire, là, avec mes 8 slides et mes 10 minutes, c'est hyper dense, c'est forcément hyper simplifié. Il y a plein de choses à savoir. Je vous ai mis quelques URL. La fresque du climat, c'est super. La fresque du numérique, c'est bien, c'est plus spécialisé pour nous. L'Institut du numérique responsable a un MOOC de sensibilisation qui doit se faire, je pense, en 30 minutes, qui est assez intéressant. Je me pousse pour que vous fassiez la photo. Et puis le consortium des directeurs du développement durable, le CDDD, ou C3D, il fait quelque chose de très bien avec un MOOC, mais qui est plus autour de l'entreprise, pas spécifiquement au niveau du numérique. Donc se former. Deuxièmement, mesurer ce qu'on veut changer, puisqu'on ne peut changer que ce qu'on mesure. Il y a des outils pour faire ce genre de choses. Si vous faites du web, par exemple, il y a une extension Firefox ou Chrome qui s'appelle Green IT Analysis, qui vous dit, enfin, c'est une extension, vous l'installez dans votre Firefox, qui est mieux que l'autre spyware là, donc vous l'installez et il vous dit cette page, il vous dit son poids, il vous dit la taille de son DOM,
donc Document Object Model, est-ce qu'elle est complexe ou pas en gros, et le nombre de requêtes aller-retour, est-ce que vous bouffez de la bande passante ou pas, et solliciter les serveurs. Et après, il vous positionne sur une échelle entre 0 et 100, où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes une bonne page économe, frugale, ou bien est-ce que vous avez provoqué des tas de cycles CPU, de téléchargement comme un goret. Voilà. Et ça vous permet de vous mesurer, de vous comparer aux autres pages, et c'est gratuit et c'est super utile. Et il y a un autre projet, alors là c'est côté serveur, qui s'appelle Scaphandre, qui est évidemment un logiciel libre, et qui vise en fait à mesurer la consommation côté serveur des différents services. Troisième chose, optimiser et éco-concevoir. Il y a des choses qu'on peut optimiser, et c'est bien d'optimiser, surtout les gros calculs, etc. Ok. Mais le mieux encore, c'est d'éco-concevoir, c'est-à-dire en amont du projet, se dire le service que je veux rendre, comment est-ce que je peux le rendre de manière intelligente sans consommer comme un cochon. Et en fait, parfois, la meilleure réponse, c'est ouais, service, on n'en a pas vraiment besoin. Et là, vous ne le faites pas, parce qu'en fait, le numérique le plus responsable, c'est celui qu'on ne fait pas. Je ne vous dis pas que c'est la réponse à tous les trucs, hein, mais il faut se poser la question aussi. Et enfin, éviter de participer à l'obsolescence programmée. Utiliser des API qui durent longtemps, donc, et qui ne sont pas disponibles simplement sur le dernier matériel. Et ça, dans le logiciel libre, on est vraiment meilleur que dans le propriétaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, il faut continuer là-dedans. C'est essentiel parce que si vous testez juste sur le dernier Windows et le dernier iPhone et que ça exige toutes les nouvelles API, parce que c'est quand même sympa d'utiliser les nouvelles API, elles sont plutôt mieux souvent, enfin, parfois elles sont moins bien, mais bon. Mais il faut faire gaffe parce que ça a un impact, parce que ça pousse en fait des terminaux qui fonctionnaient encore à être balancés parce que vous n'êtes pas compatible avec ces vieux terminaux. Et c'est là, encore une fois, je vous le rappelle, que c'est là que se trouve le problème des émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, être compatible avec GNU Linux, ça va sans dire, mais pensez à tous ces PC pour qui Windows 11, que Windows 11 va rendre obsolète, alors qu'ils marchent encore bien. Et ben, c'est des machines sur lesquelles on peut installer un bon Linux et les faire durer encore plusieurs années. Donc ça c'est important. Le temps passe défilant, absolument. Je change de casquette et maintenant on va parler de chacun de nous. En tant qu'individu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que cette fois-ci c'est en tant qu'utilisateur. Faites durer l'équipement. Mettez une coque sur votre smartphone, ça a l'air bête, hein, mais je sais qu'on sort de l'Apple Store, on trouve que vraiment c'est un bijou, machin, tout ça. Mais mettez une coque, quoi, parce que sinon ça coûte tellement cher à faire refabriquer. Il faut vraiment mettre une coque. Sur un ordinateur, on peut souvent donner une deuxième vie à un ordinateur en balançant son disque dur et en mettant un SSD. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la loi de Moore, elle s'est bien calmée sur l'architecture PC et en particulier au niveau des processeurs Intel. Donc un processeur Intel d'il y a 3 ans, c'est pas ridicule, alors qu'il y a 10 ans, un processeur Intel de 3 ans plus tôt, c'était vraiment mauvais, quoi. Donc, mais aujourd'hui, le vrai truc qui a changé le game, c'est l'arrivée du SSD. Passer d'un disque magnétique à un disque SSD, évidemment, il y a un coût CO2, il faut être lucide. Mais si ça permet de garder tout le reste de la machine et lui donner une nouvelle vie et de doubler la vie de ce matériel, c'est un bon investissement, en fait. Et votre télé, évitez la télé 4K, quoi. De toute façon, il n'y a pas de contenu ou presque. Gardez votre ancienne télé. Parce qu'aujourd'hui, une télé, c'est un terminal. Hein. Presque toujours. Achetez donc d'occasion du reconditionné. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut revendre tout de suite sur back market votre matos sous prétexte que le nouvel iPhone vient de sortir. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais au contraire, faites durer votre matériel. Et si vous voulez acheter du matériel, achetez du reconditionné, y compris au niveau des entreprises. Hein, c'est quelque chose de très important.
faites réparer ou mettre à niveau, et puis demandez-vous si vous avez besoin de ce nouveau matériel tellement sexy qu'on a vu la publicité et que c'est trop beau. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les emails? Moi, j'entends tellement, ouais, je suis un bon citoyen, je suis écolo, je supprime mes mails. Super. Hein. Mais alors là, par contre, en termes d'impact, c'est comme faire pipi sous la douche. Hein. Ça que dalle, quoi. Tout le monde n'a pas envie de dire ça. On a tous envie de se dire qu'on fait quelque chose en supprimant ses mails. C'est bien de supprimer ses mails si ça vous permet de faire durer votre terminal. Si votre disque dur est plein, votre carte SD elle est pleine et que vous supprimez des mails et que ça permet de faire durer le matos, oui, là, à ce moment-là, ça a un impact. Mais sinon, non. Bon, et évidemment, ça a l'air de rien, mais il y a une méthode si vraiment vous voulez faire de la place. Comment trier par ordre décroissant les mails ou les vidéos et supprimer juste les plus gros. Ça vous évitera de supprimer 10 000 petits fichiers ou petites pièces jointes. Deuxièmement, et celle-là, elle est fondamentale, et c'est vraiment le truc le plus important que vous puissiez faire en sortant de cette salle aujourd'hui, c'est calculer votre empreinte carbone à vous. Vous allez sur nosgestesclimat.fr, vous faites le test, donc nosgestesclimat.fr, vous faites le test, il vous pose des questions, et vous avez une estimation de votre empreinte carbone. Et ça, mais putain, ça change tout, parce que vous savez dans quelle mesure, vous faites partie du problème. Donc moi j'affiche fièrement 5,6 tonnes, ce qui est pas terrible, mais ce qui est beaucoup mieux qu'avant, et j'ai pas fini. Et ensuite vous pouvez agir sur votre empreinte carbone, puisque dans Nos gestes climat, il y a un bouton passer à l'action et qui vous fait une liste par impact décroissant de ce que vous pouvez faire. Et donc il me dit passer de la chaudière à gaz à la pompe à chaleur. Ou rénover, et voilà ce que je peux gagner à chaque fois, en moyenne. Et ça c'est super parce que ça nous donne des moyens d'action. Certains sont hors de portée. En l'occurrence, dans mon appartement parisien, je ne peux pas mettre de pompe à chaleur, ça c'est sûr. Surtout que je ne suis en fait pas vraiment chauffé au gaz, mais je suis chauffé par un chauffage urbain qui n'est pas dans ces catégories et sur lequel j'ai zéro impact. Mais au moins, je sais ce que je peux faire. Et je vous encourage à en parler autour de vous. Voilà, on a encore 3 minutes pour les questions. Merci. C'était pour les terminaux, les téléphones, qu'en moyenne on change tous les 23 mois, comme tu as dit, alors qu'ils marchent encore. Et tu as cité tous les facteurs d'usure du téléphone, sauf la batterie. Les batteries qu'on ne peut plus changer des téléphones, au bout de 23 mois, elles sont HS, ou elles sont à 50% de leur capacité. Et donc, c'est pas que parce qu'on est frivole ou qu'il y a un effet de mode qu'on change le terminal, c'est qu'il marche plus bien. Il marche vraiment plus bien au bout de 23 mois. Oui, alors, moi je sais pas, les miens ils durent plus longtemps que ça, mais c'est vrai que la batterie ça s'use, et à ce moment-là, il vaut mieux changer la batterie. Moi c'est ce que je fais en fait, je change la batterie, c'est pas cool, hein, enfin c'est pas cool, mais il vaut mieux changer, enfin au final, sur ton téléphone tu peux le garder 5 ans ou 4 ans, et tu as fait 2 ans avec la première batterie, 2 ans avec la deuxième batterie, et ça aura coûté un téléphone plus 2 batteries, enfin plus une batterie supplémentaire. Versus tu le changes au bout de 3 mois par un téléphone nouveau, et à ce moment-là c'est un téléphone avec sa batterie plus un autre téléphone avec sa batterie, et c'est un vrai problème. Alors changer la batterie, c'est aller la faire changer dans une boutique qui va réussir à décoller la vitre à l'arrière qui peut plus être démontée soi-même. T'as pas un Fairphone toi? Moi si. Eh ben tu vois. Non mais je te taquine. Oui, non mais c'est vrai. Mais c'est un effort à faire, mais vaut mieux faire ça dans une boutique, changer la batterie, que de changer de téléphone entièrement. Enfin, de ce point de vue-là, c'est sûr. Puis de toute façon, ton téléphone, tu vas peut-être l'acheter dans une boutique aussi, quoi. Mais c'est plus sympa de partir avec un nouveau téléphone, je suis sûr, je suis d'accord, je sais bien. Oui, du coup, on a bien compris qu'on a chacun notre rôle à jouer, et ça j'en suis persuadé. On voit aussi que la société de consommation est là pour nous rappeler sans cesse la consommation des biens. Et aujourd'hui, on voit par exemple, si vous voyez Microsoft, qui est une grande société qui fait partie des GAFA, en fait, hein, une des plus grosses sociétés mondiales, qui sort Windows 11 et qui rend obsolète des centaines de milliers de PC, alors que certains ont des processeurs et des cartes mères qui datent d'il y a seulement 2 ans. Et ouais. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir Windows 11. Comment, à votre avis, on peut agir auprès de ces grandes sociétés?
Ouais, il y a une part politique, et c'est pour ça aussi que M. Hulot a aussi peut-être abandonné au niveau politique à ce moment-là sa place, mais comment on peut faire pression pour faire changer les choses au-delà de notre propre comportement? Quel est votre avis là-dessus? Alors, j'ai deux choses. C'est une super question et qui me ramène à un point que je n'ai pas levé tout à l'heure. Le temps, déjà, était compté. J'ai posé le problème parce qu'il faut bien poser le problème pour le comprendre et y faire face. Et j'ai essayé d'apporter des solutions avec l'idée, le souhait de vous mettre en action. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment là? Ça y est, vous avez pris peut-être une claque ou pris conscience d'un problème grave. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est l'idée. C'est côté action-réaction, si tu veux. Et ce faisant, j'ai passé sous silence d'autres actions. J'en ai parlé brièvement, j'ai dit parlez-en autour de vous. Oui, c'est une bonne façon de faire. Mais il y a toute une action qui relève de la politique, du changement du système, dont j'ai pas parlé, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lointain, en fait, et moins à ta portée. Enfin, mais cela dit, si tu veux t'engager dans un parti politique ou signer des pétitions ou bien participer à Extinction Rebellion ou à des tas de choses comme ça, vas-y, enfin, tu vois, mais j'ai pas la solution à ces sujets-là. Mais oui, il est indispensable de changer le système. Indispensable. J'ai écrit un billet, mais qui a bien 2-3 ans maintenant, sur est-ce que ça sert à quelque chose, les actions individuelles, les petits gestes, comme on dit. Mais moi, je considère que les petits gestes, c'est un premier pas dans un grand voyage. Si tu fais pas le premier pas dans un voyage, tu fais pas le deuxième et t'es jamais arrivé. Tu vois ? Et à partir du moment où tu commences à avancer là-dessus, tu t'investis et tu as envie que ça change. Mais pour ça, il faut que tu aies fait ce premier pas, tu vois, que tu te sois investi. Et après, tu as quand même un rôle à jouer, parce que en fait, tu peux en parler autour de toi. Tu peux dire non, côte de bœuf, pas tellement, mais par contre, je sais pas, tu proposes des lasagnes végétariennes à la place dans un dîner de copains, enfin, tu vois, j'en sais rien, un truc comme ça. Enfin, tu peux faire bouger les choses. Tu rends socialement acceptable cette volonté de changement. Et aussi derrière, politiquement, tu peux avoir une influence. Parce qu'en fait, fondamentalement, les politiques, c'est des suiveurs. Les mecs, ils cherchent à faire des promesses à des gens qui vont voter pour eux, quoi. Alors que si tu te positionnes d'une certaine manière sur ces sujets-là, eh bien, le politique, il va avoir intérêt à chercher ta voix en te faisant des promesses que toi, tu as envie d'entendre. Et donc, il va changer, il va faire évoluer ses promesses. Donc, déjà, tu vois, rien que ton petit geste, il t'amène vers un changement politique. Et puis, c'est pareil en termes de consommation. Si franchement tu dis, mais Windows 11, c'est vrai qu'il a l'air moins mauvais que les précédents, mais j'en veux pas, quoi. Je suis pas prêt à balancer mon PC juste pour avoir Windows 11. Et je vais plutôt utiliser ma distro Linux préférée, GNU Linux, pardon, Richard, si tu m'entends. Voilà. Et tu fais bouger les choses. C'est-à-dire que ça a l'air bête, mais souviens-toi, il y a peut-être 10 ans maintenant, Dell s'est mis à faire des PC qui étaient compatibles Linux. Et putain, c'était classe, quoi. C'était classe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris qu'il y avait un marché pour des gens qui ne voulaient pas de Windows. Bon, alors après, se faire rembourser les licences, c'était une autre histoire. Mais en tout cas, tu avais une machine qui était certifiée Linux. Et ça, c'était cool. Donc, aussi au niveau de l'économie de marché, enfin, ou du marché, tu arrives à faire changer les choses avec tes choix. Tu votes avec ton porte-monnaie. Donc, au niveau politique, au niveau commercial, au niveau individuel, au niveau social, en fait, chacun de tes petits pas pousse dans une de ces directions-là. Et donc, il faut faire ces petits pas. Et qui ne seront pas suffisants, mais qui, combinés au reste, se doivent être suffisants. Moi, j'ai des enfants, j'aimerais bien qu'ils finissent pas dans une guerre civile, par exemple.
J'avais quelques remarques et une ou deux questions sur des gestes qu'on peut faire. Donc nous, on crée des logiciels, donc on a des serveurs, des clients, enfin et donc il y a des choses qu'on peut faire relativement simples dans ce sens-là. La première, c'est gérer tout ce qui est cache en termes de navigateur. Dans le sens où des applications, certes, les belles applications, elles font 2 ou 3 mégas au chargement, mais si on gère correctement le versionning, la prochaine fois que l'utilisateur y vient, ça lui coûte 0, parce que c'est dans le cas du navigateur. Et ça, en termes de consommation sur les consoles, ça beaucoup. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est demander à tous nos fournisseurs de serveurs leur PUE et leur consommation d'énergie, d'où ça vient. Est-ce que c'est de l'hydroélectrique ou est-ce que c'est du charbon? Et le PUE, c'est l'efficacité énergétique. Et déjà, ça, c'est des choses qui vont bien réduire la facture en tant qu'éditeur logiciel. Je ne sais pas si ça peut aider. Et du coup, j'avais une question, c'est que je sais que le PUE a une vocation à être refondu en Europe avec un nouvel indicateur pour tenir compte de l'obsolescence et du réemploi dans les serveurs. Est-ce que vous savez où ça en est? Non. Ok. Et une autre question, c'était sur... Ah, j'ai vu, je passe. Alors, déjà, c'était plus une remarque qu'une question. Ah si, excuse-moi, est-ce qu'il existe un label est-ce qu'il va exister un label un jour pour les data centers, pour leur production d'énergie, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a un truc qui est en réflexion pour qu'on sache quand on va chez un data center le pourcentage qui est consommé en nucléaire, en hydroélectrique? Alors, il n'y a pas un label, mais il y a déjà des choses en fait. Là, c'est un sujet qui est un peu connexe au mien, mais en fait, des gens qui font de l'énergie renouvelable, ils peuvent émettre des certificats qui disent moi je fais de l'énergie renouvelable. Et ils ont autant de certificats, on va dire qu'ils ont un certificat par kilowattheure en gros, ou par gigawattheure émis, quoi. Et ils peuvent pas en vendre plus. En théorie, peut-être il peut y avoir des magouilles, mais on va dire à la marge, quoi. Ils peuvent pas. Et ils les vendent en fait. Donc une fois qu'ils les ont vendus, ils les ont tous vendus. Parce que le souci, c'est qu'au final, ils alimentent une grid, ils ont un réseau, puis toi, tu es à l'autre bout du réseau et tu consommes l'électricité qu'on te donne, mais est-ce que l'électron, il vient vraiment du barrage? T'en sais rien. Par contre, le certificat, si tu as acheté le certificat, tu sais que toi, en fait, tu as financé ce truc-là et qu'ils ne peuvent pas le vendre X fois. C'est un peu les NFT version électrique, si tu veux. Donc... ça existe déjà et ils peuvent expliquer d'où ils tirent leur énergie, certificat à l'appui. Voilà. Ça, pas tous, mais oui, voilà. Souvent c'est non, mais vous en faites pas, ça vient que des barrages. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, ça aussi c'est un des trucs qu'on peut faire, c'est être exigeant vis-à-vis de son fournisseur. Et par ailleurs, les deux autres trucs que tu as listés, l'utilisation du cache et c'est ça si le data center électrique, ouais. Il y a un livre, je crois que je l'ai montré, mais qui est 115 bonnes pratiques d'éco-conception. La nouvelle version est en cours de finalisation, 4e édition. Il n'est pas parfait, c'est un repository de bonnes pratiques, donc ça prend du temps de les faire évoluer, donc certaines sont vieilles et pas aussi sympas qu'on voudrait. Mais globalement, c'est dedans ce que tu dis, quoi. Un data center qui utilise l'électricité verte et l'utilisation du cache. Alors là, pour le coup... ils te le font sous toutes ses formes, dans le navigateur, le fait de ne pas faire de requêtes SQL dans des boucles, tu as 115 bonnes pratiques. Mais ouais, c'est marrant, comme l'utilisation du cache, qui est quand même un machin hyper basique, moi, ça existe depuis presque toujours, c'est toujours un bon truc, que ce soit un cache pour un accès disque ou un cache pour un accès réseau, quoi. Voilà. Une dernière ou non? Oui. Sur les premiers gestes que les citoyens peuvent faire, il faudrait aussi peut-être le faire aussi pour les entreprises, par exemple calculer l'impact carbone de l'entreprise et aussi de réfléchir, vous avez parlé de la croissance, est-ce que les entreprises ont forcément besoin d'aller vers la croissance, s'étendre et tout le temps croître, vu que c'est un peu le contre-objectif qu'on se donne, quoi. Oui, t'as 2 doigts de dire du mal du capitalisme, là, attention. Non, c'est une super bonne question. Alors, dans la série Se former plus largement, moi j'ai lu un bouquin passionnant d'un mec qui s'appelle Timothy Jackson,
bêtement, moi je l'ai lu en anglais, donc ça facilite pas les choses, mais je crois qu'il existe en français, qui s'appelle en français Prospérité sans croissance. Et ça, c'est vraiment un bouquin formidable qui t'explique que tu peux être dans une société sociale, hein, enfin j'entends d'humain, pas une société anonyme, où tu peux avoir de la prospérité, et sans croissance. Et c'est démontré de façon brillante, c'est extraordinaire. Ce qui est important en fait pour un humain, c'est en gros qu'il se sente en sécurité, c'est la pyramide de Maslow, quoi. C'est-à-dire que si jamais il tombe malade, c'est pas l'horreur, il faut qu'il sache où il va dormir ce soir, et est-ce que ses enfants ont un avenir. Une fois que tu as couvert ça, plus des relations amoureuses et des relations sociales, en gros, l'humain peut être heureux. Et finalement, il sera beaucoup plus heureux, sans nécessairement de croissance, mais juste en ayant assuré ces choses-là, plutôt que de se dire, il sera plus heureux que s'il est dans une société très inégalitaire, où il est dans des risques, et où il ne sait pas si ses stock options vont faire de lui un milliardaire avec une retraite ou pas, quoi. Tu vois, donc, je réponds un peu à côté du truc. Donc je n'ai pas dit le mot décroissance, mais voilà. Donc Tim Jackson, Prospérité sans croissance. Et c'est un économiste, hein, et c'est un type très connu, très sérieux. La lecture est passionnante. Ça reformate beaucoup de choses. Et c'est pas quelqu'un d'agressif. C'est un économiste. Il t'explique les choses avec un œil nouveau. C'est passionnant. Voilà. Donc je me contenterai de répondre à côté à ta question. Voilà. Bon, on plie les gaules là, parce que vos questions commencent à devenir gênantes. Donc, merci à tous. Bonne journée à vous. Et souvenez-vous qu'on a encore plein de choses à faire. Et on a les manettes en main. Bon week-end.